Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence via Internet. On est ravis de vous retrouver. Je dis on parce que c'est une première. Nous sommes deux aujourd'hui. Bonjour. Voilà, alors nous allons vous présenter l'exposition universelle de Dubaï, cette exposition que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. Voilà. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu de cette thématique. Alors, il faut savoir que l'expo devait démarrer, normalement dans quelques jours, mais la Covid est arrivée et l'expo est donc repoussée d'1 an. Et cette exposition démarrera donc le 1er octobre 2021 et va durer jusqu'au 31 mars 2022. Voilà, alors on a décidé, le comité, le BIE a décidé de garder le nom de Expo 2020, bien que l'expo sera à cheval sur 2021 et 2022. Alors la thématique qui a permis à Dubaï de gagner cette exposition, c'était connecter les esprits, construire le futur. Et je vais vous parler du logo que vous voyez, ce logo qui en fait s'inspire. Si vous regardez, ce sont des cercles, des anneaux. Et si vous regardez les 2 anneaux du centre qui sont dorés, en fait, ça représente un anneau qui a été trouvé sur un site archéologique qui date de l'âge du fer et que le cheikh de Dubaï a découvert à quelques kilomètres de la ville assez récemment. C'est le site de Sarouk al-Hadid. Et donc, dans ce site, on a trouvé énormément d'objets en or, dont des anneaux. Et ce qui est très amusant, c'est que si vous comptez le nombre de billes de chaque anneau, il y en a 20. Voilà, donc ça sera l'exposition Dubaï 2020. Alors, on va faire un petit rappel historique pour savoir ce que sont les expositions universelles. Il faut savoir que la première exposition universelle a démarré à Londres, c'était en 1851, mais Londres s'est inspiré des grandes expositions que faisait Paris depuis la fin du XVIIIe siècle. La première exposition était en 1798 et Londres, évidemment, il y a toujours eu une compétition entre l'Angleterre et la France, a voulu faire une première exposition avec beaucoup plus d'envergure, et ça a donc été en 1851 cette exposition qui s'est déroulée au fameux Crystal Palace à Hyde Park sous le règne de la reine Victoria. Et donc Paris a ensuite repris le flambeau. Donc en 1855, vous avez cette exposition à Paris qui se déroule au Palais de l'Industrie. Là, vous avez la façade et l'entrée de ce Palais de l'Industrie qui était en pierre et derrière avec une structure métallique de fer et de verre. Et si vous regardez ce qui surmonte le portique d'entrée, le portique d'honneur, vous avez cette allégorie féminine, et là c'est assez amusant, c'est la France qui est en train de remettre des couronnes d'un côté au commerce et de l'autre à l'industrie. Voilà, et là c'est cette sculpture maintenant, puisque le palais bien sûr a été démoli, et vous pouvez trouver cette sculpture que l'on doit à Elias Robert, qui est dans le parc de Saint-Cloud. Alors, voilà, donc c'était la première exposition universelle, c'était donc celle de Paris. Paris a accueilli 6 expositions universelles, donc la deuxième pour la France, c'était en 1867, et là, elle se déroulait, la première était sur les Champs-Élysées, mais la deuxième s'est déroulée au Champ de Mars, et là, vous pouvez voir cette représentation de cet énorme palais omnibus, qui a été construit spécialement pour l'exposition. Ça couvrait à peu près presque tout le Champ de Mars, l'exposition universelle. Vous voyez donc ce bâtiment qui a une forme ovoïde, qui faisait près de 500 mètres de long. Et cette exposition était aussi en bordure de la Seine. Vous pouvez apercevoir également des colonnes avec des statues dessus. Ce qui est amusant, c'est qu'à cette exposition de 1867, il y avait un jeune ingénieur qui a été chargé de faire le palais des machines, où on avait toutes les machines agricoles, les grues, les premières machines pour les manufactures. Et ce jeune ingénieur s'appelait Gustave Eiffel. Mais il va faire parler de lui un petit peu plus loin sur les expositions universelles. Une petite anecdote, le Champ de Mars avait été aplani en fait pour la construction du palais omnibus. Le bâtiment était immense, et donc il fallait qu'il soit parfaitement à l'horizontale. Et donc en fait, le Champ de Mars, qui était un champ de manœuvre militaire jusque-là, a été aplani à cette occasion. Absolument. La colline de Chaillot a été arasée justement pour pouvoir aplanir le Champ de Mars.
La troisième exposition universelle à Paris, il y en a eu bien sûr d'autres entre-temps, mais ça, je vous parle de celles qui ont eu lieu à Paris, puisque donc la France en a accueilli 6. Eh bien là, vous avez ce palais immense qui s'appelle le Palais du Trocadéro. On ne peut pas dire qu'il soit très beau. D'ailleurs, les critiques se sont déchaînées contre ce palais qui est vraiment dans un style influence mauresque, influence néo-byzantine, donc il se trouvait sur la colline de Chaillot. Et vous voyez que c'est un pastiche de plusieurs styles. On voit que les tours sont un peu inspirées de la Giralda de Séville. Voilà. Et puis, il y avait ces sculptures monumentales d'animaux qui étaient à côté, enfin, on les aperçoit devant au premier plan, on voit le bœuf d'un artiste qui s'appelle Quin, qui est maintenant, ce bœuf a été offert à Nîmes et se trouve devant les arènes de Nîmes. C'est un bœuf et pas un taureau. Et vous avez un petit peu plus loin, mais on le distingue un peu mal sur la carte postale d'époque, vous avez également un cheval, vous avez un rhinocéros et vous avez un éléphant. Voilà. Alors, ce palais qui normalement devait rester, en fait, bon, il a été tellement décrié par à la fois les critiques et à la fois la population que lui qui avait une vocation de servir pour plusieurs expositions a été détruit en 1935. Les sculptures ont été déplacées, donc le bœuf est dans le sud de la France maintenant. Les autres sculptures sont devant le musée d'Orsay. Donc le cheval, l'éléphant et le rhinocéros sont en fait ceux qui décoraient cette façade. Voilà, alors là, une grande exposition, 1889, c'est celle qui va réunir le plus grand nombre de visiteurs, puisque là, en 1889, on arrive à 32 millions de visiteurs, c'est extraordinaire, et la France célèbre les 100 ans, le centenaire de la Révolution française. Alors, c'est une date historique pour la France et pour notre histoire, mais pas du tout pour les royautés européennes. Donc, cette exposition de 1889 va être boycottée par le Royaume-Uni, par la Hollande, par l'Espagne, par l'Italie, par l'Autriche-Hongrie, par la Russie, la Belgique, enfin, toutes les royautés vont boycotter cette exposition. Il n'empêche que des artistes de ces différents pays ou des industriels vont quand même venir à l'exposition et vont prendre des stands à titre personnel et sans être représentés par leur pays. Mais cette exposition a un très grand succès, et notamment auprès des visiteurs français. Et puis là, et c'est surtout extraordinaire, c'est que Gustave Eiffel a construit sa fameuse tour Eiffel. Donc cette tour Eiffel qui, elle, avait une vocation d'être démolie après l'exposition universelle, eh bien, il a été très malin, Gustave Eiffel. Il a signé une concession pour pouvoir continuer à l'exploiter quelque temps après l'exposition. Cette concession lui a été accordée moyennant finance. Et résultat, la tour Eiffel est toujours là et c'est l'emblème de Paris et l'emblème de la France. Parmi les inventions présentées pour les expositions universelles, il y en a une qui est un petit peu utile pour la tour Eiffel, c'est la présentation de l'invention géniale de l'ascenseur. Les ascenseurs ont été fournis par, entre autres, Otis pour la tour Eiffel. Au moment de son inauguration, les ascenseurs ne sont pas encore en place. Et donc, il a fallu monter les 1793 marches pour pouvoir rejoindre le sommet de la tour pour son inauguration. Oui, et alors le mot ascenseur, c'est un ingénieur français qui a trouvé ce nom et le nom est resté, mais à l'époque, le premier, c'était une plateforme hydraulique. On reparlera de la structure. Oui. Les structures de métal comme ça, bien évidemment, servent encore aujourd'hui pour les expositions universelles, celle de Dubaï, entre autres. Voilà, alors une très, très grande exposition. Alors là, on est dans les années 1900. Alors 1900, c'est une date très importante parce que cette exposition va avoir à Paris la thématique donc de le bilan d'un siècle et en même temps, il va y avoir les Jeux olympiques qui vont se dérouler à Paris en même temps que l'exposition universelle. Donc, cette exposition va avoir un succès fou. Il y aura plus de 50 millions de visiteurs. Un très grand nombre de pays qui sont représentés, qui viennent à Paris. Et là, regardez, c'est l'affiche de l'époque qui est magnifique. C'est l'éclat de l'Art Nouveau, de l'école de Nancy, enfin tous les artistes qui vont venir et qui vont exposer, parce que c'est à la fois notre savoir-faire industriel, le savoir-faire des différents pays, le savoir-faire agricole, mais aussi d'un point de vue artistique. Un siècle d'histoire. Un siècle d'histoire, voilà, une très très belle exposition. Et celle-là, c'était la 5e qui s'est déroulée à Paris, et la dernière qui va se dérouler à Paris,
Voilà, c'est 1937. Donc 1937, dernière exposition pour universelle pour la France. Ben là, vous voyez la perspective avec les jardins du Trocadéro aujourd'hui, avec effectivement la Tour Eiffel qui est restée là et devait avoir au premier plan le palais du Trocadéro, cet horrible palais qui a été démoli et qui a été remplacé par le palais de Chaillot. Voilà. Et là, effectivement, vous voyez donc tout ce panorama et toute cette perspective. Voilà. Alors maintenant, nous partons vers la chaleur. Je vous propose d'aller à Dubaï et voilà le site de l'exposition universelle de Dubaï. Alors, vous voyez le golfe arabo-persique, vous voyez au nord la ville de Dubaï et au sud la ville d'Abu Dhabi. Alors, les Émirats arabes unis, c'est 7 Émirats, dont la capitale est Abu Dhabi. La deuxième ville, c'est Dubaï, mais il y a plus d'habitants à Dubaï qu'à Abu Dhabi. Donc l'exposition, vous voyez, c'est le point bleu sur la carte, le site de l'exposition. Vous avez après un agrandissement sur votre gauche. Donc le lieu de l'exposition est très important, très bien situé, puisque vous avez 2 aéroports internationaux, même 3 aéroports, puisque Dubaï a construit un nouvel aéroport. Vous voyez tout près de l'exposition l'aéroport de Maktoum International Airport. Maktoum, c'est le nom de la famille régnante qui règne depuis le début du XXe siècle sur Dubaï. Et l'aéroport au nord, l'aéroport de Dubaï International, ceux qui sont déjà allés à Dubaï, vous avez atterri à cet aéroport-là. L'aéroport de Maktoum a été mis en service assez récemment, mais il va tourner à plein régime au moment de l'exposition. Alors, si Dubaï a été choisi par le BIE, c'est-à-dire le Bureau international des expositions, c'est parce que Dubaï se trouve assez bien situé à 4 heures d'avion de 1/3 du monde, des grandes capitales, et à 8 heures d'avion d'à peu près les 2/3 de la planète. Voilà, c'est une situation donc qui est assez intéressante entre l'Europe et l'Asie. Et vous avez aussi la proximité des ports. Vous avez le port de Jebel Ali qui est tout près du site de l'exposition. Donc, les matériaux peuvent arriver en bateau, c'est très facile au port de Jebel Ali ou bien encore au port de Khalifa qui est le port d'Abu Dhabi. Et puis les bateaux de croisière, que ça soit port Rachid que vous avez sur la carte, c'est là où il y a le terminal de croisière à Dubaï, ou bien Mina Zayed qui est le port Zayed à Abu Dhabi. Donc c'est vrai que Dubaï a été en compétition pour cette exposition universelle avec d'autres destinations. Dubaï était en compétition avec Izmir en Turquie, avec Sao Paulo et au Brésil, et avec Ekaterinbourg, qui est une ville de Sibérie, donc de Russie. Et évidemment, quand le BIE a fait son tour d'inspection, Dubaï avait beaucoup d'atouts de par cette situation géographique. La péninsule arabe n'avait jamais reçu une exposition universelle. Et puis, il y a une capacité hôtelière à Dubaï qui est très importante. Donc, facilité d'accès, facilité d'hébergement, un très bon dossier avec la thématique qui a été choisie par Dubaï, et on va parler des sous-thèmes ensuite. Et donc, voilà quels ont été les atouts. Alors, moi, j'habitais aux Émirats à l'époque où nous avons su, en 2013, que Dubaï avait gagné l'exposition de 2020, et ça a été un feu d'artifice dans la ville, à la fois de joie, mais aussi un feu d'artifice, puisque la tour de Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, a été illuminée avec ces feux d'artifice. Le lendemain, ça a été un jour férié pour tous les écoliers, les étudiants, les universités, etc. Et ça a été vraiment une grande période qui a été très sympathique à vivre sur place. Voilà, alors maintenant, je vais laisser Frédéric parler un peu de l'expo. Alors, donc, voilà, ça c'est une vue aérienne de ce que sera l'exposition, donc qui ouvre dans à peine un an. L'ensemble donc d'un quartier a été carrément créé en fait pour recevoir l'exposition universelle. L'ensemble va couvrir un peu plus de 438 hectares. L'exposition universelle, donc vous voyez au centre de l'image, elle-même se déploiera sur un peu plus de 2 hectares, avec le centre de l'exposition, ce sera le dôme, je vais vous en parler dans quelques minutes, qui va servir de pivot
au cœur de l'exposition qui est déployé selon 3 thèmes, comme disait Marie-Christine, la durabilité, la mobilité et l'opportunité. D'où la forme même de l'exposition, vous le voyez comme un trèfle à trois feuilles. Donc chacune de ces districts va recevoir, chacun de ces districts va recevoir les pavillons suivant le thème. Donc pour une fois, l'exposition ne sera pas une répartition géographique, mais une répartition thématique, avec donc le dôme au centre. L'exposition, la mise en place générale de l'exposition a été organisée par le cabinet d'architectes américain HOK, qui s'est inspiré, c'est les déclarations en fait des présidents de ce cabinet d'architectes, qui s'est inspiré en fait à la fois des marchés, et spécifiquement des marchés orientaux, donc du souk, et des jardins. Des jardins orientaux, vous allez le voir, en fait, on a énormément de végétaux, soit réels, soit sous forme architecturale, à l'intérieur de cette exposition. Donc, comme le disait Marie-Christine, en fait, Dubaï la ville de Dubaï est juste à côté, elle sera reliée à l'exposition universelle par une ligne de métro qui est créée déjà. Et donc, on aura 3 groupes de pavillons et donc 3 entrées techniques, mécaniques dans l'exposition qui seront figurées, illustrées par ces pavillons d'entrée. Donc, on en a 3, je vous en montre un des 3. C'est un pavillon, une porte, un portail qui a été dessiné par l'architecte anglais d'origine pakistanaise Asif Khan. Ce sont des structures assez étonnantes. Pour vous donner une échelle de ce que vont être ces portes, la hauteur de la construction, c'est 20 mètres. Donc, ce sont des carrés, des cubes de 20 mètres de hauteur. Chacune des 2 portes fait donc 10 mètres par 20 mètres. Travaillées comme une résille, comme une grille, spécifiquement, bien évidemment, comme on est à Dubaï, comme un moucharabier au travers duquel vous allez pouvoir voir l'entrée vers l'exposition universelle. Donc, vous allez passer au travers de cette structure pour rentrer dans l'exposition, et elle est très, très particulière, cette structure. Alors, vous avez l'impression que voilà, c'est juste un simple cube, sauf qu'en fait, il s'agit d'une résille de fibre de carbone. Donc, en fait, on a réalisé en 3 dimensions ces longues colonnes qui sont reliées, fixées les unes aux autres et rattachées, ceinturées par ce plafond de fibre de carbone, le tout étant une sorte de résille, comme une structure, exactement comme la tour Eiffel. Donc, le vent passera au travers de cette structure sans aucune résistance. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir les portes en fonction du flux des visiteurs. Donc, pour l'inauguration, les portes seront ouvertes en grand. Quand on aura un tout petit peu moins de visiteurs, on refermera partiellement ces portes. Il suffit d'une personne pour mettre en mouvement les portes de 10 mètres par 20 mètres. Ça va être un phénomène spectaculaire. Magnifique. Exactement. Et donc, vous voyez derrière la photo, on voit le chantier. Donc, c'est une photo un petit peu, qui a quelques temps maintenant, puisque le chantier est quasiment clos. Alors, je vous le disais, le cœur de l'exposition, ce sera cette construction absolument étonnante, ce dôme. Un petit détail, l'exposition est donc, c'est un nouveau quartier qui est construit pour recevoir l'exposition. Plus de la moitié est la partie technique de l'exposition, mais il est prévu en fait que ce quartier devienne véritablement un quartier résidentiel de recherche de commerce de la ville de Dubaï, et qui sera donc centré autour de la zone d'accueil de l'exposition qu'est ce dôme et la place. Alors, je vous laisse reprononcer le nom. Al-Wasl. Voilà. Alors, Al-Wasl, ça veut dire l'arrivée en arabe. Et donc, l'arrivée, c'est un dôme au centre de 3 grands bâtiments qui seront transformés en hôtel à la suite de l'exposition. Le dôme lui-même est en acier. L'échelle est absolument colossale. Hein. La place que domine le dôme fait 150 mètres de diamètre. Elle va être agrémentée de restaurants, de fontaines. Le métro arrivera là directement au centre de l'exposition. Et à partir du dôme, on a 7 entrées et sorties vers différents secteurs de l'exposition. Les architectes qui ont dessiné ce dôme sont Adrian Smith et Gordon Gill, qui sont donc 2 architectes américains et qui ont, voilà. Alors, Adrian Smith, c'est lui qui a dessiné la tour de Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde. C'est un architecte de Chicago, donc c'est lui qui a signé cette tour que vous verrez automatiquement en allant à Dubaï. Donc, voilà le dôme. Donc, l'échelle est assez colossale, hein, 150 mètres, je vous ai dit, pour la largeur. Le dôme culmine à 65 mètres de hauteur. Il est fini.
aujourd'hui. Donc, c'est une résille d'acier. Si vous y faites attention, en fait, le logo dont vous parlait Marie-Christine tout à l'heure, donc la partie centrale, c'est cet anneau de l'émir de Dubaï, et tout l'ensemble du logo, c'est le dôme vu par le dessus. Bien évidemment, cette architecture reprend les formes du Moyen-Orient. Si vous y faites attention, on voit que le dôme est très légèrement outrepassé, cette forme de bulbe qui rappelle bien évidemment les dômes, entre autres des mosquées, exactement. Donc, la charpente est en acier. Alors on retourne sur le principe de la Tour Eiffel. On a commencé à construire ce dôme par éléments et ensuite on est venu livrer directement sur place avec une grue, avec une série de grues qui est venue monter le dôme. On a 197 éléments qui ont été montés pour former cette structure sur laquelle a été déployé donc des textiles synthétiques, puisque le dôme va servir de vidéoprojecteur, de projection géante. On verra aussi bien depuis l'intérieur que depuis l'extérieur. Il y a 200 projecteurs qui vont permettre d'animer ce centre de l'exposition, voilà, avec toute une série d'images pour mettre en scène cette énorme structure qui formera le cœur de l'exposition, à partir de laquelle on pourra donc parcourir toute l'exposition. Je vous montre là, donc vous voyez le dôme en arrière-plan avec ces immeubles qui l'enserrent, et au premier plan, donc le pavillon des Émirats Arabes Unis, qui, vous le savez, a fait l'objet d'un concours. On a eu 11 projets, 9 cabinets d'architectes qui ont présenté des projets pour ce pavillon principal, et le concours a été remporté par le très célèbre architecte d'origine espagnole, Santiago Calatrava. Donc, on en a discuté avec Marie-Christine. Le principe de base de Calatrava pour ce pavillon, c'est le vol d'un oiseau, spécifiquement le vol d'un faucon. Donc, Calatrava, à l'intérieur de ce bâtiment, fait d'évidence référence à l'identité même des Émirats. Oui, alors c'est important parce que le peuple des Émirats, les Émiriens d'aujourd'hui, ils sont tous d'origine bédouine, et il y a une tradition de fauconnerie. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, et de représenter un faucon qui va prendre son envol avec les ailes qui vont s'ouvrir petit à petit, ces ailes qui vont être, ces arêtes qui vont être mouvantes dans l'architecture. C'est un énorme projet, et évidemment, ça a touché au cœur les Émiriens et les décisionnaires pour ce projet. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, toujours, les locaux vont à la chasse avec leurs faucons. Alors, pas aux Émirats, parce que la chasse n'est pas autorisée, il n'y a plus assez de gibier, mais ils vont dans le pays voisin, qui est l'Arabie Saoudite, ou bien en Afrique, au Pakistan, voilà. Donc, c'est vraiment, le faucon n'est pas considéré aux Émirats comme un animal, mais il est considéré comme un enfant, comme le dernier bébé de la famille. Alors, Calatrava, c'est peut-être un nom qui vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un très grand architecte donc espagnol, de Valence, comme vous l'a dit Frédéric. Pour les Français, eh bien, il a fait, en 1994, c'est lui qui a construit la gare de Saint-Exupéry à Lyon, et également le pont de l'Europe sur la Loire à Orléans. Alors, la forme de l'oiseau est aussi quelque chose qu'il a déjà utilisé. Si vous connaissez la station de métro du World Trade Center à New York, cette forme d'aile déployée, c'est une colombe. Bien évidemment, voilà, à New York, ça avait un sens particulier. Donc là, spécifiquement pour l'exposition universelle, donc le pavillon va représenter les Émirats Arabes Unis, donc les sept Émirats réunis autour donc de cette forme. Le pavillon est immense, c'est 15 000 mètres carrés d'architecture au service des visiteurs, pour vous parler à la fois de l'histoire des Émirats et de l'avenir des Émirats, de la projection de ces leaders dans l'avenir. Le bâtiment a donc une forme extrêmement spectaculaire. Donc, ce sont 2 ailes d'oiseaux qui se déploient. Comme vous le disiez, Marie-Christine, en fait, toute une partie des lames de la toiture peuvent se replier pour refermer le bâtiment. La nuit, on pourra refermer les verrières et moduler la lumière à l'intérieur du bâtiment. Donc, les espaces d'exposition sont immenses à l'intérieur de cette structure. On va avoir à peu près 12 000 mètres carrés d'exposition, et avec au centre du bâtiment, vous le voyez au milieu de notre image, un dôme, une lentille véritablement, qui couvre le centre de la cour centrale du bâtiment, et qui, elle, reprend la forme d'une fleur en train de s'ouvrir. Donc, on vous parle de l'ouverture des fleurs dans le désert. C'est un des pavillons emblèmes de l'exposition. Allez.
Donc, l'exposition donc, a été mise en place par HOK avec cette idée que vous allez cheminer comme vous chemineriez soit dans un jardin d'Orient, soit comme au marché. Donc, vous êtes à Dubaï. Donc, le soleil va être bien évidemment une donnée importante, à la fois de production d'énergie et bien évidemment, il va falloir protéger les spectateurs, les visiteurs. Donc, il a été prévu de créer toute une série d'ombrelles géantes. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, on est palmiers. Ouais. L'idée, c'est de réinterpréter le palmier en métal pour vous permettre de cheminer à l'intérieur de l'exposition tout en étant protégé. Donc, les différentes rues, les différentes artères accueilleront bien évidemment à la fois les manifestations, mais aussi restaurants et des zones de commerce. Et donc, le tout protégé par ces grandes ombrelles qui reprennent la forme du palmier et qui seront bien évidemment équipés de capteurs photovoltaïques pour produire l'énergie utilisée pour l'exposition elle-même. L'eau fait aussi partie des thèmes importants de cette exposition et donc de réutiliser une partie des traditions du monde arabe, de l'utilisation de l'eau à la fois pour le plaisir, pour le décor et bien évidemment pour rafraîchir l'air à l'intérieur de l'exposition. Un petit détail, l'exposition sera ouverte, j'ai vérifié, on en a parlé ce matin, jusqu'à 1h du matin pendant la semaine et 2h du matin pendant le week-end. Vendredi, samedi. Et donc bien évidemment, voilà l'impact, la gestion de la lumière est particulièrement importante pour cette exposition, d'autant plus qu'une partie de ces immeubles vont servir à la suite de résidences. Et donc, on a les architectes ont développé toute une série de travaux autour de l'ombre. Vous voyez sur la gauche de cet immeuble des résilles pour protéger d'un soleil direct et en développant aussi des voiles photovoltaïques sur les façades pour capter une partie de cette énergie solaire. Donc, une petite dernière image, parce que bien évidemment, nous, on vous parle d'une exposition qui ouvre dans 1 an, mais qui devait ouvrir là. Ouais. Et donc, en fait, tout le chantier est déjà quasiment fini, en fait. Et donc, la photo que je vous montre, c'est le chantier dans son état. Si vous faites attention, on voit à droite de la photo des grues en place. Donc, en fait, voilà, le chantier est déjà très, très largement avancé et vous voyez cette juxtaposition architecture et nature avec les palmiers dans la partie basse, des vrais palmiers, et au-dessus, ces grandes ombrelles de métal. Alors, je vous le disais, l'exposition va être divisée en 3 secteurs. Le secteur de la mobilité va donc se trouver au sud. Chaque secteur va être mené par un pavillon qui représentera la thématique. Donc, la mobilité, c'est le pavillon que je vous montre là, cette forme bleutée en forme de trèfle. Et c'est le cabinet de Norman Foster Partners, qui a dessiné ce pavillon, qui va donc parler de la mobilité en général. Foster a participé donc à un concours. Il y a 14 architectes qui ont donné des projets. Donc, c'est celui-ci qui a été retenu. Et donc, l'idée du pavillon, c'est à la fois de représenter lui-même le mouvement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait des sortes de toupies qui tournaient il y a quelques années avec des formes comme ça triangulaires. Donc, il y a cette idée de mouvement. Le pavillon va présenter, c'est un pavillon immense qui va représenter la mobilité, c'est 12 000 mètres carrés, là encore une fois. Ce pavillon représente donc un des 3 thèmes. Le thème sera représenté par la couleur bleue et la forme triangulaire. Donc, je vous montre voilà, la façade du bâtiment qui va donc parler de la mobilité suivant 3 axes principaux, la mobilité physique, donc depuis le départ de l'homme d'Afrique vers l'avenir, la mobilité digitale, donc le monde connecté, et le mouvement, la mobilité pour réunir, pour rassembler, pour unifier. Donc, le bâtiment est travaillé en acier et en verre principalement, avec cette forme ouverte pour créer des espaces autour du pavillon qui seront à l'ombre, et avec au centre une cour qui servira à la distribution du pavillon. Il y a une petite donnée intéressante dans les zones d'exposition. On va devoir grimper puis ensuite redescendre. Donc, on a créé un ascenseur un peu particulier. Il va y avoir une plateforme mobile, ce sera la plus grande plateforme mobile au monde à ce moment-là, qui pourra porter 160 personnes pour vous mener au 2e étage, et ensuite vous redescendrez à l'intérieur du pavillon. Donc, vous serez en mouvement
pour découvrir, voilà, pour découvrir le pavillon. Donc, bien évidemment, le symbole du cheval, ouais. pour le mouvement. Alors, cheval, on a parlé des faucons, mais le cheval, c'est avec le dromadaire, voilà, ce sont les 3 animaux qui sont très, très aimés aux Émirats, et les courses de chevaux sont très importantes. La World Cup de Dubaï étant la course qui est la plus dotée au monde, le cheikh de Dubaï étant lui-même un cavalier émérite, et il pratique l'endurance. Alors, on va par thématique, je vais vous présenter, on va vous présenter juste 2 pavillons parce que voilà. Il y en a beaucoup. Il faudra y aller. Dans tous les cas, il y a 193 pays qui sont représentés. Donc, on ne va pas vous parler de 193 pays aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer le pavillon de la Finlande parce que j'aime bien cette thématique. C'est beau, hein. J'aime bien cette idée. En fait, l'idée, c'est que la Finlande, un pays de neige, vient pour être représenté aux Émirats arabes unis, le pays du désert. Donc, les architectes qui ont dessiné ce bâtiment, c'est le groupe JKMM, a décidé de représenter la Finlande par ce cube avec cette longue ouverture comme une tente dans le désert qui s'ouvrirait, et cet habillage blanc comme la neige sur une tente dans le désert. Je trouve ça très romantique. Ouais, une tente enneigée à Dubaï, ça risque pas d'arriver. Non. Mais... le bâtiment est bien évidemment. Alors, la Finlande va parler de développement durable, de projection dans l'avenir. Donc, en fait, il a été prévu, le pavillon est construit avec un minimum de matériaux provenant de Finlande. Une énorme majorité des matériaux, en fait, proviennent des Émirats arabes unis pour que le pavillon ait une consommation d'énergie minimum. Sur l'environnement. Exactement. Donc, le pavillon est rectangulaire avec cette très, très belle entrée, et au centre du pavillon, on va avoir une grande cour sous la forme d'une goutte d'eau. Voilà, on est toujours dans les mêmes thématiques, qui va être revêtue de bois. Ça va être vraiment un très très bel exemple de cette thématique voilà. Alors, le pavillon de la France, quand même. Ouais. Donc, toujours dans la mobilité, hein, on est dans la mobilité. Donc là, avec une thématique qui est lumière au singulier, lumière au pluriel, et le siècle des Lumières. Voilà, donc c'est l'atelier de Prado qui réalise ce pavillon. C'est une grande structure. On a un peu plus de 5000 mètres carrés de pavillon, qui, vous le voyez, est en fait en 2 structures juxtaposées l'une au-dessus de l'autre. Tout le rez-de-chaussée, toute l'esplanade et la partie basse du pavillon va être ouverte au public. La partie haute du pavillon va être consacrée aux échanges professionnels autour de la France et de ses partenaires. L'idée, alors, bien évidemment, c'est la France, hein, donc le jardin et l'art de la table. Donc, toute la partie avant du pavillon, sur 1000 mètres carrés, va être consacrée à un jardin régulier à la française, mais avec des plantes locales. Donc, on va avoir citronnier, flamboyant, manguier, bougainvillier, frangipanier, acacia, enfin les arbres que l'on trouve à Dubaï et dans le désert à proximité de Dubaï. Mais sous la forme d'un jardin régulier à la française, le nôtre dans les Émirats arabes unis. Et bien évidemment, le pavillon va être complété, vous le voyez au premier plan ici, d'une terrasse et de son café. C'est logique, hein, voilà, on est français. Indispensable. Le pavillon donc va parler de lumière. Donc, toutes les thématiques de la lumière. Notre approche va donc être autour de la lumière et du son. Toute la façade arrière du bâtiment va être revêtue de panneaux solaires pour pouvoir alimenter le pavillon. On pense pouvoir couvrir à peu près 80% de la consommation du pavillon grâce à l'énergie photovoltaïque. Et le grand mur principal, c'est 1800 mètres carrés d'une grande surface sur laquelle on va pouvoir travailler justement cette thématique de la lumière et des lumières. Donc, on va parler de la France aujourd'hui et de la France hier, de la France, voilà, source des lumières. Donc, je vous montre, voilà, le pavillon vu de face. On aura donc 2 espaces juxtaposés, celui du jardin en façade, 1000 mètres carrés, et celui d'exposition à l'arrière, qui également réunira 1000 mètres carrés, donc autour de la thématique et de l'approche française de la mobilité. Et on va travailler aussi sur la représentation de la ville et de l'avenir de la ville.
En fait, ils sont plusieurs architectes. Hein. Oui, c'est vrai bien que sûr. l'atelier du Prado, qui est un atelier originaire de Marseille et puis aussi qui a un bureau à Paris, a travaillé aussi avec un cabinet parisien, CGA. Donc, ils sont plusieurs architectes à Bien avoir sûr. gagné les appels d'offres. Et après, il y a évidemment beaucoup de partenaires, lumière, mobilier, qui ont contribué à ce pavillon. Voilà, il va être très beau. Et alors, les espaces vont être aussi aménagés de façon à ce que les files d'attente, parce que malheureusement, quand on visite une exposition universelle, on fait un peu la queue, de façon à ce qu'il y ait des animations. Et j'ai assisté à une présentation de Éric Linquier, qui est donc le président pour la France de la COFREX. Eh bien, il expliquait que pendant les files d'attente, il y aurait toutes sortes d'animations virtuelles et autres, de façon à ce qu'on ne voit pas le temps passer. Et on passera aussi devant des expositions thématiques. Oui, dans tous les cas, toute l'exposition va être travaillée comme ça pour qu'il y ait des zones d'animation un peu partout. Et des spectacles, ils ont prévu 60 spectacles par jour, 60 spectacles différents par jour, 15 heures en tout d'animation par jour, de façon à ce que, entre d'un pavillon à un autre, on puisse voir des choses et ça va être intense. Voilà, une dernière image pour vous présenter. Bien évidemment, notre thématique, ça va être la lumière. Et donc, on va utiliser toutes les surfaces du pavillon pour justement travailler cette thématique particulière. Alors, on passe à la deuxième section. Je vais essayer d'accélérer, mais donc dans la partie basse de mon image, vous voyez cette forme ovale du pavillon de la durabilité. Alors, celui-ci est particulièrement spectaculaire. C'est vraiment une construction très, très étonnante du cabinet Grimshaw. C'est un cabinet anglais qui s'est occupé de l'aménagement de ce pavillon. C'est en réalité, donc l'idée, c'est véritablement de parler de la durabilité et donc de la démontrer. Donc, ce pavillon va être travaillé avec une immense voile dans la partie supérieure du pavillon, un élément, la canopée, donc qui va être couverte de panneaux photovoltaïques. La canopée, c'est un ovale de 120 mètres par 90 mètres qui va être suspendu au-dessus du pavillon et complété par toute une série d'arbres à énergie. C'est ce que vous voyez dans la photo. On voit tout autour du pavillon de longues colonnes avec ces grandes surfaces rondes au sommet. Donc, chacune des colonnes aura donc un capteur qui va suivre le mouvement du soleil pour capter un maximum d'énergie pendant toute la journée. Les capteurs, ce sont des grandes surfaces rondes de 15 à 22 mètres de large. Chacun des piliers fait 10 à 15 mètres de haut. Donc, ça va être une véritable forêt de capteurs autour du pavillon qui auront pour fonction donc à la fois de capter l'énergie solaire pour la transformer en électricité, de servir d'ombre pour les passants et pour les personnes qui seront autour de ce pavillon. Et alors, il y a un petit détail que je trouve très, très étonnant. La colonne elle-même donc va se retrouver à l'ombre régulièrement du panneau solaire et donc elle va servir à capter l'humidité de l'air la nuit. Le métal des colonnes va servir pour par la condensation, récupérer l'eau dans l'air. Il est prévu que le pavillon, entre le recyclage de l'eau dans le pavillon et autour du pavillon et l'eau captée dans l'air, que le pavillon soit capable de traiter jusqu'à 22 000 litres d'eau par jour. Donc, ça va être un vrai exploit d'architecture et c'est volontaire. Le Grimshaw voulait faire la démonstration qu'un bâtiment peut être complètement autonome d'un point de vue d'énergie. Il est même prévu qu'après l'exposition, il serve de musée des sciences. Et à ce moment-là, parce qu'une partie des équipements ne seront plus en place, le bâtiment va être excédentaire d'énergie et renverra de l'énergie de l'électricité vers le réseau de la ville de Dubaï. Donc, vous voyez le dôme le dôme central de l'exposition derrière. Voilà, donc une partie de ces capteurs qui bougeront avec le soleil. Le cabinet Grimshaw expliquait qu'en fait, ils se sont inspirés pour ces formes d'arbres de la région, d'arbres du Yémen, qui ont ce panache très très large au sommet pour véritablement nourrir l'arbre de la condensation. Le dôme lui-même, la structure de la canopée va être extrêmement spectaculaire. Le pavillon traitera donc de l'histoire aussi du pays et on va traiter donc de la nature, des plantes et des animaux
des Émirats. Oui, alors c'est un arbre spécifique que l'on appelle le gaf et que l'on trouve, qui est un arbre qui est complètement en voie de disparition, mais que l'on trouve encore dans le désert de Dubaï ou d'Abu Dhabi. Là, il faut rappeler que en 2021, les Émirats arabes unis vont fêter leur jubilé d'or, les 50 ans de l'existence de ce pays. Hein, le pays a été créé en 1971. Donc, ça sera un anniversaire très important pour le pays. Donc, c'est vrai que les bâtiments qui vont raconter l'histoire du pays qu'on ne connaît pas forcément seront intéressants. Alors, on est dans le thème de la durabilité et donc le pavillon des Pays-Bas. Voilà, c'est le groupe V8 Architects qui a dessiné ce pavillon. Donc, ça va être un grand pavillon rectangulaire avec une grande façade vitrée. Et tout le pavillon va être travaillé sur l'idée d'un biosystème fermé. L'idée, c'est que au centre du pavillon, vous le voyez, on a un grand cône qui est en vérité un jardin suspendu. Donc, le principe des architectes, c'est d'utiliser les plantes comme système de climatisation. Donc, on va véritablement utiliser l'humidité et l'absorption de carbone des plantes pour créer un biosystème complètement refermé sur lui-même à l'intérieur de ce pavillon. Utiliser la nature pour créer une atmosphère, véritablement une démonstration de l'usage de la nature ou de la plante au service de l'architecture avec ce jardin au cœur du pavillon. Oui, c'est un nouveau concept qu'on appelle les fermes verticales ou l'agriculture verticale, où en fait il y a le moins d'emprise au sol possible de façon à utiliser des parois, des murs et diversifier un peu l'agriculture. Alors, un des autres pavillons de ce secteur, c'est le pavillon de l'Allemagne, qui va être une construction très étonnante, très spectaculaire. Alors, c'est un pavillon qui a une architecture très déstructurée, volontairement. Le groupe d'architectes qui l'a dessiné, c'est le groupe Lava, qui a comme principe, comme point de départ, un campus universitaire. Donc, c'est plein d'enseignements juxtaposés. L'architecture est très étonnante, très spectaculaire. Donc, tout le pavillon va être littéralement suspendu dans les airs. Vous le voyez avec des cubes juxtaposés les uns à côté des autres. Il y a un grand atrium central à partir de la terrasse duquel on pourra voir toute la structure du bâtiment. Vous voyez ce qu'on appelle le ciel ou les nuages. Ce sera un grand plafond au-dessus de la structure du pavillon. Donc, son armature est d'acier et le voile qui couvrira l'ensemble est travaillé à partir de polymère. L'idée, c'est de filtrer en fait la lumière à l'intérieur du pavillon pour limiter les effets de la chaleur et voilà, permettre aux visiteurs de ne pas être en plein soleil. Ça va être une structure très spectaculaire. Hein, vous voyez ça, avec donc l'idée de plusieurs pavillons qui vont permettre de développer plusieurs thématiques. Donc l'énergie, la cité de demain et la biodiversité. Donc vous pourrez cheminer d'un secteur à l'autre du pavillon. Le pavillon l'Allemagne a prévu un jeu à partir de billes. Il y a 150 000 billes et les différentes approches de l'Allemagne pour traiter de la durabilité. Alors, je commence à être un peu en retard. Voilà, ça va être le pavillon de l'opportunité, exactement. C'est un groupe espagnol, AGI Architects, qui va s'occuper de ce pavillon, qui va donc parler de l'opportunité, de la rencontre. En fait, l'idée c'est la rencontre humaine et ensemble pour construire un monde meilleur. Donc, lui va être le pavillon central et donc il va être accompagné. Je le trouve absolument superbe. C'est un vrai concept. Hein. Oui. C'est la jeune femme qui a dessiné ce pavillon, S. Devlin, est designer. Elle n'est pas architecte. Donc là aussi, il y a tout un groupe pour ce pavillon. Et le thème du pavillon du Royaume-Uni, c'est l'intelligence artificielle. Donc en fait, si vous le voyez, en fait, on va avoir un long cylindre avec au bout du cylindre qui est formé de lames, et au bout de chacune de ces lames, on va avoir des écrans LED qui vont permettre d'afficher un texte. Et donc, en fait, on va avoir un échange entre vous, nous, les visiteurs, qui auront le droit à l'intérieur du pavillon d'intervenir, de donner des mots, de donner des phrases à un ordinateur, à une intelligence artificielle qui, à partir de cet échange, va composer des poèmes
qui s'afficheront sur la surface. Oui, en fait, ce sont des lettres, ce sont des mots, là, on ne se voit pas très bien à l'écran. Mais ça va être un poème évolutif, donc composé par les visiteurs et par l'intelligence artificielle. Donc, c'est techniquement, c'est très pointu. Ouais, c'est une prouesse technologique et c'est une très, très belle idée pour ce pavillon du Royaume-Uni. Je pense qu'il va faire partie des incontournables pour la visite. Ah, the place to be. The place to be. Un must pour parler. Alors, juste pour le plaisir, parce que l'idée, c'était aussi c'est les opportunités. Donc, vous avez compris, l'idée de la thématique, c'est de rapprocher les gens. Donc, les poèmes vont être déclinés en arabe, bien évidemment, en anglais, en français et en chinois. Donc, ça va permettre véritablement un échange avec l'idée que les gens viennent, se rencontrent à l'intérieur de ce pavillon pour participer. Ce qui est prévu, c'est que justement aux Émirats, la population des Émirats, ce n'est que 10 millions d'habitants. Donc, à l'inverse de tous les pays qui ont accueilli des expositions universelles, où il y avait déjà une population sur place qui était plus importante, là, on sait très bien que 70% des visiteurs viendront de l'étranger, donc principalement l'Inde qui est pas très loin, la Chine, l'Arabie Saoudite, toute l'Europe, etc. Donc, il faudra qu'il y ait de la pratique des langues. Alors, un petit détail, mais que je trouve intéressant, c'est donc une femme qui a dessiné ce pavillon, et l'équipe de techniciens de techniciennes qui a travaillé avec elle, ce sont principalement des femmes qui sont donc spécialisées soit dans l'intelligence artificielle, soit dans les sciences. Le thème du pavillon, c'est aussi que les femmes ont un rôle dans l'évolution des sciences et dans l'enseignement des Le thème, sciences. c'est innover pour un avenir partagé, le thème du Royaume-Uni. Et le pavillon s'appelle Poème. Voilà. Ce qui est logique. Très joli. Et donc, voilà. On termine l'opportunité par le pavillon du Japon. Alors, c'est aussi volontaire puisque vous le savez, peut-être en 2025, c'est Osaka qui recevra la prochaine exposition universelle. Et donc, c'est encore une femme qui a dessiné ce pavillon. C'est Yoko Nagayama qui a donc dessiné ce pavillon avec comme principe un échange entre l'Extrême-Orient et l'Orient. Et donc, tout le pavillon est revêtu d'un immense voile de textile synthétique qui reprend les principes des pliages, des origamis japonais, donc véritablement d'un travail de volume à l'intérieur de ce pavillon. Et si vous y faites attention, cette longue forme rectangulaire reprend aussi les motifs géométriques de certains textiles japonais, les asanoa, pardon. Et donc, l'idée, c'est de les relier au moucharabier, aux formes ouvertes, intérieures, extérieures de l'architecture du Moyen-Orient. Et puis, c'est un hommage aussi à la route de la soie qui a relié le Japon au Moyen-Orient. Ouais, c'est le thème d'ailleurs de ce pavillon, le lien entre l'Extrême-Orient et l'Orient. Alors, il y a un petit détail, j'aime beaucoup cette idée, c'est que, bien évidemment, on va être dans un pays du soleil et de la chaleur, et que, comme le sud du Japon, voilà, on va être confronté à l'idée de trouver un moyen de rafraîchir l'air. Et donc, l'architecte a utilisé le principe de l'aspersion d'eau à l'intérieur du gravier pour rafraîchir l'air. Donc, en fait, une partie du parvis du pavillon va utiliser un système de climatisation à la japonaise pour rafraîchir l'air de ce pavillon. Voilà, donc, il ne nous reste plus qu'à y aller. Oui, il va falloir y aller. Alors, c'est pas fini. Voilà, le 1er octobre s'ouvre l'exposition à Dubaï, qui nous permettra donc, voilà, c'est une occasion pour aller redécouvrir le Dubaï et son patrimoine. Je vous rends la parole. Voilà. Alors, il faut savoir que Intermed va vous proposer différents voyages pendant l'exposition universelle de Dubaï. Donc, il y a déjà un voyage de 6 jours et de 4 nuits sur place. Vous avez un autre voyage de 7 jours et de 6 nuits sur place. Et il y aura également possibilité d'avoir un voyage en famille pendant les vacances de la Toussaint, où vous pourrez amener vos enfants ou vos petits-enfants à Dubaï sur un voyage de 8 jours. Il y aura également un réveillon qui va être proposé au moment de l'exposition universelle. Alors, ça sera l'occasion de venir découvrir les Émirats arabes unis
ou de les redécouvrir. Et dans ces voyages, la plupart auront 2 jours sur place à l'exposition universelle de Dubaï. Alors là, je vous fais un petit panorama de ce que vous verrez en même temps que l'exposition universelle. Vous allez pouvoir découvrir la vieille ville de Dubaï, mais oui, il y a une vieille ville à Dubaï avec ses tours avant. Alors certes, ça ne remonte pas à plusieurs siècles en arrière, mais au début du XXe siècle. Donc vous voyez les tours avant ici, puis la tour d'une mosquée. Voilà, la crique de Dubaï qui se traverse avec ces petits bateaux taxis que l'on appelle les abras, qui sont très typiques. On aperçoit le minaret de la grande mosquée de Dubaï. Ensuite, voilà, alors là, c'était pour vous montrer un peu un plan des constructions pharaoniques, parce que Dubaï, c'est aussi un peu la démesure, mais vous pouvez peut-être avoir beaucoup de préjugés sur Dubaï si vous ne connaissez pas. Et en général, quand on y va, mes visiteurs me disent toujours que ça ne correspond pas du tout à ce qui s'était imaginé. Et non, il n'y a pas que des centres commerciaux, il n'y a pas que des buildings, certes, il y en a, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses et des musées intéressants. J'ai évoqué les sites archéologiques, mais il y a des choses vraiment passionnantes. Alors, voilà tous les projets qui étaient prévus pour Dubaï. Vous avez au centre de la photo un palmier, donc cette île artificielle en forme de palmier qui existe, qui s'appelle le palme Jumeirah. Vous avez à droite de ce palmier du centre, vous avez The World, c'est-à-dire 300 îles artificielles qui sont à 4 mètres du rivage et qui ont été construites et qui sont vendues pour des milliardaires. Vous avez sur la gauche tout un développement qui est aussi tracé en sable avec un autre palmier qui n'est pas encore construit mais qui existe. Et à droite, là, vous avez un troisième palmier, mais qui, lui, ne verra pas le jour. Mais par contre, il y a bien toute une cité maritime qui est construite sur la mer et qui s'avance. Tout près de ce palmier, vous apercevez d'ailleurs ce bras de mer qui a la forme d'une virgule. Et ce bras de mer, donc, qui est la crique de Dubaï et qui coupe la ville du nord au sud. Alors, le site de l'exposition est pas très loin du palmier que vous avez sur votre gauche de l'écran. Voilà, alors Dubaï, effectivement, c'est bien sûr des grandes tours. Ici, vous avez les 2 Emirates Towers, qui sont 2 tours magnifiques qui dépassent les 300 mètres de haut. À Dubaï, vous avez à peu près 500 gratte-ciel, donc évidemment, on en voit beaucoup. Et la ville est très étendue. La ville fait à peu près 60 km de long, le long du golfe Persique. Voilà. Alors là, c'est la tour Chelsea, qui est une tour magnifique, qui a la forme d'un piano vertical, un piano avec les touches de piano qui sont formées par les balcons sur les 4 faces. C'est une tour d'habitation qui est assez extraordinaire. On passe devant automatiquement quand vous venez de l'aéroport, on passe devant et quand on va aller sur le site de l'exposition. Voilà, bon, là, c'est le fameux hôtel Burj Al Arab, qui est construit aussi sur une île artificielle à 400 mètres du rivage et qui est un hôtel de très grand luxe, autoproclamé 7 étoiles. En fait, il a 5 étoiles luxe, mais c'est un hôtel très particulier puisqu'il n'y a pas de chambre, il n'y a que des suites dans cet hôtel. Voilà, alors ça, c'est un bâtiment qui est assez extraordinaire. Je vous le mets parce que même si vous êtes allé à Dubaï, vous ne le connaissez pas puisqu'il est en construction, il est pratiquement terminé. Ça va être le musée du futur. Voilà, donc il est prévu qu'il ouvre dans quelques semaines. Il devait ouvrir pour l'exposition universelle, comme ça a été repoussé au mois de mai. On sait que ils avaient un peu plus de temps. Alors c'est assez extraordinaire parce que c'est comme si c'était un œil gigantesque ouvert sur le futur. C'est une prouesse technique parce que faire ça en architecture, c'est vraiment très compliqué. Et vous avez dessus de la calligraphie avec des poèmes sur ce bâtiment. C'est un architecte qui s'appelle Sean Killa, qui est un architecte sud-africain mais qui vit à Dubaï et qui l'a dessiné. Et donc, ça sera ouvert, bien entendu, pour l'exposition universelle. Alors, je vais vous montrer voilà, une autre photo qui est spectaculaire. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des hommes araignées qui sont pendus et qui sont en train de nettoyer la structure et qui sont pendus à des fils, et c'est assez spectaculaire ce bâtiment, donc qui doit se terminer d'ici très peu de temps. Voilà.
Voilà. Alors, ça, c'est une vue de la skyline de Dubaï avec évidemment l'incontournable Burj Khalifa. Cette Burj, ça veut dire la tour en arabe. Khalifa, c'est le nom du souverain d'Abu Dhabi, qui est en même temps le président des Émirats arabes unis, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Et donc, la tour porte son nom et c'est de loin la tour la plus haute du monde puisqu'elle fait 828 mètres de haut. Donc, c'est de très, très loin la tour la plus haute du monde. Alors, Santiago Calatrava, l'architecte espagnol dont on a parlé tout à l'heure, a été choisi aussi pour construire une tour qui sera encore plus haute que la tour de Burj Khalifa et qui devrait dépasser le 1 km de haut. Voilà, plus de 1000 mètres de haut. Et alors, bon, cette tour est un peu à l'arrêt. Je pense que là, ils ont d'autres investissements qui sont, avec l'exposition universelle, qui sont très, très importants. Puis la Covid est passée par là. Voilà, alors l'occasion d'aller à Dubaï pour l'exposition universelle, Internet vous propose évidemment de faire d'une pierre deux coups ou plusieurs coups et d'aller à Abu Dhabi. Avec Abu Dhabi, il y a quand même deux monuments incontournables à Abu Dhabi. C'est la grande mosquée Sheikh Zayed, cette mosquée de marbre blanc qui est absolument magnifique, qu'on va visiter. Abu Dhabi est distant de 130, 120 km, tout dépend d'où on part de Dubaï. Donc, c'est par l'autoroute, en 1 heure, 1 heure et quart, on est à Abu Dhabi, donc c'est absolument indispensable d'y aller. Et l'autre incontournable de la région, c'est évidemment le Louvre, construit par Jean Nouvel, notre architecte français. Donc là, vous avez une vue du Louvre d'Abu Dhabi, ce musée extraordinaire qui a été construit aussi sur l'eau avec ce dôme façon moucharabier qui fait 180 mètres de diamètre et qui coiffe sans piliers apparents, c'est aussi assez extraordinaire, qui coiffe les 55 salles d'exposition du Louvre à Abu Dhabi. Et le Louvre à Abu Dhabi, eh bien, on y passe un petit moment pour découvrir l'ensemble des collections. Oui, on peut passer à la photo suivante, puisque c'est un musée universel. Il se veut un musée universel, c'est pas comme le Louvre à Paris. Et donc, vous avez de la haute antiquité, mais aussi des fossiles, des objets préhistoriques. Donc là, vous avez cette princesse de Bactriane, vous avez cette Madone à l'enfant de Bellini, et vous avez ce magnifique tableau du 19e siècle de Osman Hamdi Bey, qui a travaillé à Paris. Enfin, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on voit au Louvre à Abu Dhabi, mais c'est vraiment le must de la région. Donc voilà, plusieurs voyages proposés par Internet qui vont vous permettre, donc soit en 6 jours, soit en 7 jours, soit un voyage un peu plus long. Il y a également un voyage que j'accompagnerai au mois d'octobre qui fait à la fois les Émirats, à la fois Oman, le sultanat d'Oman, qui est donc limitrophe aux Émirats arabes unis. Et Internet vous propose une extension pour aller à l'exposition universelle de Dubaï. Voilà, je crois que ça va être un incontournable. Ils attendent 25 millions de visiteurs. Ils peuvent accueillir à peu près 300 000 visiteurs par jour. Et le cheikh de Dubaï, quand Dubaï a gagné, dans son speech, a promis d'étonner le monde. Et moi qui le connais un petit peu, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, je pense qu'il tiendra sa promesse. D'ailleurs, il a dit quelque chose, il a dit « le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire des leaders ». Voilà, ça vous donne à peu près une idée du personnage et de ce que Dubaï va faire pour l'exposition universelle. Voilà, alors voilà les prochains départs. Donc, Dubaï et Abu Dhabi pour l'exposition universelle, donc pour l'ouverture au mois d'octobre. C'est donc un voyage de 6 jours et de 4 nuits sur place. Ensuite, vous avez donc d'autres voyages thématiques sur l'exposition universelle. Bon, Internet va très certainement rajouter des dates en fonction du succès qu'aura l'exposition. Et vous avez donc pendant les vacances de Toussaint un Dubaï et Abu Dhabi en famille, donc avec un programme spécialement adapté pour les enfants. Voilà. Ensuite, les prochaines conférences. Donc, Christiane Marché avec Singapour, donc mardi 20 octobre, dans une semaine, Singapour. Ensuite, vous aurez la Mongolie des dinosaures au temps moderne, toujours avec Christiane Marché. Et ensuite, architecture et patrimoine en Croatie par Patrick Faucheur. Voilà.
Merci beaucoup, Marie-Christine. Eh C'était bien, intéressant de le faire à deux voix. voilà, c'était une première, donc j'espère que ça vous a intéressé. Et puis surtout, j'espère qu'on va vous retrouver pour l'exposition universelle de Dubaï. Donc, rendez-vous dans un an. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On n'avait pas les questions, on n'avait pas l'écran avec les questions. Ouais, on n'avait pas. Ah, voilà. Bon, très bien. On va le faire dans l'autre sens. Ah bah oui, parce qu'on n'avait pas les questions. On n'avait pas les questions. On n'avait pas le truc. Non, je ne voulais pas le faire parce que ouais, non, mais c'est vrai que ça